poursuivons cette matinée avec une intervention consacrée au programme Litho 3D du CHUM. Cette présentation devait initialement être assurée par Elisabeth Trancard et Coralie Monpère. Elisabeth ne pouvant malheureusement pas être présente aujourd'hui, c'est Coralie qui assurera cette intervention. Coralie, qui est docteure et ingénieure au CHUM, elle va nous montrer comment Global Mapper Pro est utilisé comme outil de validation dans la chaîne de production litho 3D, notamment pour le contrôle et la fiabilisation des données topobathymétriques. Et Coralie, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Coralie Monpère du CHUM, donc je suis spécialiste LIDAR topo-bathymétrique au CHUM et je m'occupe des études bathymétriques concernant le LIDAR topo-bathymétrique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment on utilise l'outil Global Mapper et Global Mapper Pro dans la chaîne de production du programme Litho 3D. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le CHUM et qu'est-ce que le programme Litho 3D. Et ensuite, nous irons sur la chaîne de production, donc en détaillant les différentes étapes de la chaîne qui sont la préparation, l'acquisition, le traitement des données et la production des produits. Donc, premièrement, je vais vous présenter donc, le CHUM et le programme Litho 3D. Le CHUM est donc un opérateur public sous tutelle du ministère des Armées. Son rôle est de connaître et de décrire l'environnement physique marin, d'en prévoir l'évolution et d'assurer la diffusion des informations correspondantes. Il doit donc produire de l'information géographique, maritime et littorale de référence. Donc, dans ce cadre-là, le CHUM produit le référentiel géographique du littoral en haute définition, qui est un socle de données continues terre-mer. Donc, on a de la donnée à terre et en mer avec une parfaite connexion entre la terre et la mer. Et ce programme se fait en partenariat avec l'IGN. Donc, pourquoi le littoral a besoin de son référentiel géographique? C'est pour tout ce qui est gestion du trait de côte, la prévention des risques et aussi les submersions marines, la modélisation de la submersion marine. Comment on réalise ces données? C'est grâce au LIDAR topo-bathymétrique. Donc, je détaillerai plus en détail la technologie par la suite. On traite les données qu'on acquiert et ensuite on génère les produits. Et vous pouvez retrouver les produits sur les portails du CHUM. Donc, data.chum.fr pour la visualisation et diffusion.chum.fr pour télécharger les données. Les données sont en open data et donc disponibles gratuitement sur les sites du CHUM. Donc, comme je l'ai dit précédemment, ce programme est co-animé par l'IGN et par le CHUM. Donc, l'IGN pour la partie terrestre, donc via le programme national et aujourd'hui via le programme LIDAR HD. Et le CHUM s'occupe de la partie maritime. Et là, en fait, on travaille avec des partenariats locaux pour trouver les financements et monter les dossiers. Donc, c'est des montages qui seront territoire par territoire et donc, on a un chantier par zone. Donc là, par exemple, vous pouvez voir les images du chantier Languedoc-Roussillon et celui du chantier Bretagne. Comment on acquiert les données? Donc, on acquiert les données à partir d'un LIDAR topo-bathymétrique. Donc, en fait, c'est une technologie qui nous permet d'accéder à des profondeurs relativement peu profondes et rapidement, puisque comme on est par avion, on est à 130 nœuds. On vole à 130 nœuds, alors qu'un bateau, par exemple, va à environ 5 nœuds en levée. Donc, on peut couvrir un large territoire en peu de temps. Par contre, on est limité au petit fond, donc ça veut dire à peu près jusqu'à 20 mètres dans les eaux de métropole, sauf si on est dans des zones vraiment très turbides, puisque c'est une technologie qui est très impactée par la turbidité. Et dans les outre-mer, on va généralement autour des 50 mètres. Donc, cette technologie, elle se compose principalement d'un laser rouge qui permet de faire toute la partie émergée, puisque le laser rouge ne rentre pas dans l'eau, il ne pénètre pas. Et on a aussi donc des lasers verts pour pénétrer dans l'eau et donc aller mesurer la profondeur du fond marin.
Donc, généralement, on utilise 2 lasers verts, ce qu'on appelle le laser vert shallow pour les petites profondeurs et le deep qui a plus de puissance et qui va plus profond. Actuellement, le CHOM n'a pas ses propres capteurs. On a fait le choix de la sous-traitance, ce qui nous permet d'avoir des lidars de dernière génération et donc d'être toujours up-to-date. Donc, comment ça se passe? Donc, c'est comme pour le lidar terrestre, c'est par avion. On a donc, là, on peut voir sur l'image en haut comment sont installés les lidars dans un avion. Globalement, la plupart du temps, il nous faut donc 2 trappes, un pour le laser topo et un pour le laser bâti, le vert. Là, dans le cas du Hawkeye 5, qui est un capteur Leica, le capteur topo et le capteur shallow bâti sont sur la même tête et le capteur lidar est séparé. Voilà, donc là, on peut voir la configuration du lidar, enfin des lidars dans un avion. Donc, majoritairement du temps, donc on a 2 têtes lidar et après, on a toute l'unité de contrôle. Et quand on fait des fortes profondeurs, quand on veut vraiment envoyer de la puissance, il nous faut aussi une unité de refroidissement pour ne pas avoir de bruit électronique. Et donc, comme je disais, là, la portée qu'on a à peu près avec ce capteur, c'est 50 mètres dans les eaux très claires, à peu près 25 mètres dans les eaux métropoles, hors Normandie, Normandie et Pays de la Loire, où là, on est vraiment sur des eaux très turbides. Donc voilà, la lumière est très impactée par la turbidité, donc les performances du lidar aussi. Donc grâce à cette technologie, en fait, on va être à même de produire des modèles numériques de terrain terre-mer à 1 mètre et à 5 mètres qui sont issus de nuages de points, donc les nuages de points lidar. Et ces nuages de points lidar, en fait, on est venu invalider tout ce qui n'était pas du sol. Donc, pour créer les modèles numériques de terrain qui représentent le sol, en fait, dans le nuage de points lidar, on vient valider tout ce qui est du sol, donc fiabiliser toute la partie sol, et tout le reste de la donnée est invalidé. Et l'incertitude de la donnée qu'on fournit, elle est qualifiée à l'ordre 1B de la S44 de l'OHI. Donc, globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'en incertitude horizontale, en topo, donc sur les parties émergées, on est à peu près à 20 cm d'incertitude et en partie immergée, on est à 2,80 mètres d'incertitude maximale, c'est d'incertitude maximale. Et en verticale, pour les incertitudes, donc en partie émergée, on vise 20 cm d'incertitude maximale et en zone immergée, on vise 50 cm d'incertitude maximale. Pourquoi sont utilisés les produits Litho 3D? Donc, comme je le disais dans la première slide sur Litho 3D, en fait, ça nous permet, c'est un socle qui est nécessaire à la mise en œuvre de nombreuses applications et des politiques publiques du littoral. Donc, comme la prévention des risques, les vagues submersion, tout ce qui est étude d'aménagement du littoral, le suivi du trait de côte. Donc voilà, ça sert à diverses activités dès lors qu'on a besoin en fait de pouvoir avoir une visualisation 3D du littoral. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc ça fait 20 ans que le programme Litho 3D existe. Donc on a fait toute la côte de France métropolitaine et la plupart des Outre-mer. Donc aujourd'hui, on a Pays de la Loire et Polynésie française qui sont en cours de traitement et nous allons faire l'acquisition en Nouvelle-Calédonie cet été. Il y a juste un territoire qui n'est pas fait en France, c'est la Guyane. Tout simplement parce que les eaux de la Guyane sont beaucoup trop turbides pour cette technologie. Donc maintenant, nous allons voir comment on utilise donc Litho 3D comment on utilise Global Matter Pro dans les chantiers Litho 3D. Donc, premièrement, donc dans la préparation des chantiers. Donc, pour préparer un chantier, ça veut dire déjà bien connaître la zone et déterminer le cahier des charges. Donc, où est-ce qu'on veut aller acquérir de la donnée et donc jusqu'à quelle profondeur.
à terre et jusqu'à quel endroit en mer. Donc, pour ça, on va utiliser les produits LIDAR HD déjà pour savoir à terre où est-ce qu'il y a besoin de compléter au niveau du littoral. Donc ça, c'est des fichiers LAS qui sont disponibles sur le site de LIDAR HD. Donc, on les télécharge et on les met donc dans Global Mapper. Ensuite, on va venir extraire les isobates des ENC pour savoir jusqu'à quelle profondeur on veut aller. Donc là, c'est des shapefiles qu'on met donc dans Global Mapper et on utilise aussi le raster marine du CHOM en flux pour pouvoir venir voir un peu la topo, enfin la bathymétrie et les limites auxquelles on veut atteindre. Et aussi, on utilise savoir où est-ce qu'on est déjà passé avec le programme Litho 3D. Et ceci nous permet en fait de définir l'emprise contractuelle où on veut réaliser des données. Ensuite, quand on a l'emprise contractuelle où on veut réaliser les données, du coup, on va préparer les plans de vol avec le prestataire. Là, Global Mapper nous sert vraiment pour pouvoir visualiser à grande échelle, donc à l'échelle de toute la région, les différents vols qu'on va faire. Donc, c'est souvent des KML ou des shapefiles qu'on utilise. Et ça nous permet aussi de planifier les lignes de vol en fonction des points remarquables qu'on peut trouver sur la côte ou en mer. Et on utilise aussi donc, les flux de Global Mapper comme la World Imagery pour pouvoir vraiment bien repérer les points remarquables qui sont marquants qu'on va bien voir à la donnée LIDAR pour pouvoir avoir des points de contrôle efficaces pendant l'acquisition. Ensuite, quand on a ces lignes de vol, on va pouvoir évaluer le temps de traitement qu'il va nous falloir à la suite de l'acquisition. Et le temps de traitement va définir vraiment en fonction des enjeux de la zone. Donc, par exemple, si on est sur des endroits où il y a de la très forte turbidité, on va pouvoir y passer beaucoup de temps. Pareil, quand on est dans des endroits un peu compliqués, comme où il y a beaucoup de végétation ou des endroits où il y a beaucoup de circulation, des choses comme ça, on va y passer beaucoup de temps. Donc, en fait, par Global Mapper, on vient regarder toutes les dalles sur lesquelles on pense qu'on va avoir de la donnée au final. Et on évalue un peu la complexité de la zone grâce encore au flux de World Imagery, et ce qui nous permet de définir des temps de traitement que l'on aura au final sur nos données. Donc, quand on a défini tout ça, on va pouvoir passer à l'acquisition. Et donc, pendant l'acquisition, on utilise Global Mapper déjà pour contrôler la qualité de la donnée pendant nos levées. Pourquoi? Parce que pendant les levées LIDAR, c'est très important de contrôler quotidiennement la qualité de la donnée qui est acquise. Parce que sur un avion, les chocs sont assez importants lors du décollage et de l'atterrissage. Donc, il faut s'assurer que le capteur ne soit pas endommagé. Et après, il peut avoir aussi des jours où on a des fortes turbidités. Donc là, on aura de la mauvaise donnée. Donc, c'est important de tous les jours contrôler la donnée. Donc, pour cela, le prestataire, tous les jours, vole une ligne de contrôle qui nous envoie. Et Global Mapper, en fait, nous permet de rapidement contrôler cette ligne sans qu'on ait à traiter la donnée. En fait, via le module LIDAR dans Global Mapper Pro, on peut faire des sélections par classe et des coupes en profil qui nous permettent de rapidement contrôler la qualité de la donnée en temps réel sur le terrain. Donc, ici, vous avez des exemples de contrôle de qualité de la donnée en horizontal, donc en XY, donc, où on utilise des formes remarquables en 3D, donc comme des tables de pique-nique, qui se voient bien au LIDAR, ou des zones avec des fortes différences de réflectivité, donc de forts contrastes. Comme ici, là, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a utilisé un mémorial où il y avait vraiment une grosse différence de couleur noire et blanche. En zone émergée, donc en topo, et en zone immergée, la plupart du temps, on essaye de repérer des gros blocs de pierre qui se marquent bien et qui se voient bien, où on a de la vérité terrain, donc du sondeur multifaisceau, par exemple.
Et donc, on vient, avec Global Mapper, on vient modéliser cette forme par une forme géométrique. On vient trouver le centre de la forme géométrique. On regarde sur les données LIDAR, on modélise la forme avec la même forme géométrique que la vérité terrain. On prend le centre et on compare la position des deux centres. Ce qui nous permet de voir si on a un décalage en XY ou pas. Donc à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était très pratique là parce qu'on avait des gros blocs de béton qui sont charriés par les glaces. Et donc du coup, c'était pratique d'avoir des belles formes remarquables pour le contrôle qualité. Et le contrôle qualité en vertical, donc en Z, là on prend une zone plate sur laquelle on fait de la vérité terrain. Et donc c'est ce que vous pouvez voir en vert là, c'est un modèle numérique de terrain fait avec donc en zone émergée avec une perche topo et en zone immergée avec un sondeur multifaisceau. Et en fait, tous les jours, je viens mettre la ligne faite au lidar et je viens la coloriser par couche source, donc l'outil qu'il y a dans Global Mapper Pro. Et comme ça, je peux voir en fait au cours des jours s'il y a une ligne qui décroche ou pas. La ligne, on essaye de les faire dans des sens différents. Comme ça, on peut voir s'il y a des problèmes de calibration de capteurs. Et donc, ça nous permet de contrôler au jour le jour et de voir la différence entre la qualité de la donnée au jour le jour. Et s'il y a un jour où la qualité de la donnée est moins bonne que les autres, eh ben, c'est une journée qu'on invalide. Et donc, du coup, après, on revole cette zone-là. Donc ça, c'est la première contrôle qualité que l'on fait. Le deuxième contrôle qualité qu'on fait, c'est est-ce qu'on a vraiment eu de la donnée du sol, du fond, pendant qu'on a volé, parce que en lidar topobathymétrique, c'est pas parce qu'on vole qu'on a réussi à avoir de la mesure du fond. Parce que si le signal est trop absorbé par le milieu ou trop diffusé par la turbidité, eh ben, il n'y a plus rien qui revient à l'avion et donc on n'a plus de fond. Là, sur l'image, par exemple, vous pouvez voir en fait qu'on a une jetée, donc on a une structure terrestre et à gauche de la structure, on a bien eu de la donnée du fond, à droite, on n'a rien eu du tout. Et donc, Global Mapper Pro, là, encore une fois, avec l'outil LIDAR et le profil, nous permet de contrôler rapidement qu'est-ce qu'on a en termes de données au niveau du fond, sans avoir à traiter la donnée. Donc, traiter la donnée, pour nous, ça veut dire retirer tout ce qui n'est pas du fond, donc tout ce qui est en gris, là, sur l'image. Et on peut faire aussi des cartes de couverture en sélectionnant juste la classe 2 et la classe 40 qu'il y a dans les fichiers LIDAR. Donc, c'est les classes qui sont régies par l'ASPRS, par la norme de l'ASPRS. Donc, classe 2, c'est pour le sol émergé et classe 40, c'est pour le sol immergé. Donc, voilà. Donc, en faisant un filtre sur les données classe 2 et 40, on peut voir si la classification constructeur est correcte, quel fond on a pu atteindre, et donc du coup, s'il y a besoin de revoler ou pas. S'il y a besoin de revoler, Global Mapper Pro nous permet c'est avec ce Global Mapper qu'on vient, planifier nos revols. Donc, on met les cartes de couverture qu'on a obtenues en faisant le filtre 2 et 40, et on vient voir là où il y a des trous, et là où il y a des trous, et ben, il faut qu'on revole. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse vraiment tout de suite sur le terrain, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de stand-by pour que ça ne coûte pas trop d'argent. Donc c'est vraiment important d'être réactif et d'avoir un outil qui permet d'engranger beaucoup de données et qui reste assez fluide, et pour cela, Global Mapper est très pratique. Ensuite, quand l'acquisition est finie, eh ben, on va recevoir les données du prestataire, et quand on reçoit les données, eh ben, on fait le contrôle des livrables. Et donc là, c'est beaucoup de points à contrôler. On a des routines automatiques pour nous aider à contrôler, mais Global Mapper nous permet d'avoir une visualisation géographique quand même de tout ce qu'on a reçu. Donc, par exemple, là, pour le chantier Pays de la Loire, pour la partie émergée, donc le capteur rouge de topo, on est à peu près sur 4300 fichiers LAS. Et donc, c'est à peu près 50 milliards de points à contrôler. Et donc, on arrive à mettre ça assez facilement sous Global Mapper pour voir si on a bien de la donnée partout là où on avait besoin d'en avoir, et si la livraison est conforme au cahier des charges. Pendant les acquisitions de LIDAR, on fait également des acquisitions d'orthophotos.
Et donc, le prestataire nous livre ou des images orthorectifiées ou des orthomosaïques. Et donc, c'est important de vérifier qu'on a bien des images partout où on a été faire du lidar. Parce qu'en fait, les photos nous aident dans le traitement. C'est une aide à la décision lors du traitement du lidar. Donc, dans le contrôle des livrables aussi, on contrôle donc la couverture. Si on a bien eu des points, enfin, si on a bien eu de la détection du sol partout où on voulait avoir de la détection du sol. Et on contrôle si on a eu cette détection avec une densité de points suffisante. Donc là, nos critères actuellement, c'est on demande 4 points au mètre carré en partie immergée et 10 points au mètre carré comme le lidar HD en zone émergée. Donc voilà, donc quand on a tout bien reçu et qu'on est satisfait de l'acquisition, on va pouvoir passer au traitement. Donc, je rappelle, le traitement pour nous au CHOM, donc l'objectif c'est d'isoler le sol du non-sol. Et pour nous, on ne reclassifie pas la donnée, on vient juste valider ou invalider la donnée. Donc pour ça, ça se fait au niveau du fichier LAST avec le flag withheld. Donc on vient changer le flag en fonction de ce qu'on veut. Et on garde la classification d'origine du constructeur. Donc on utilise Global Mapper Pro encore avec le module LIDAR pour pouvoir analyser la donnée et donner des consignes à l'équipe de traitement pour pouvoir s'aider dans le traitement. Parce que, bien sûr, on ne vient pas invalider et valider les points un par un, on utilise des filtres automatiques de classification. Si la classification du constructeur est assez fiable, ça va nous aider énormément dans le traitement fin. Par exemple, sur les images que vous avez, donc en haut, vous avez le nuage de points colorisé par classification avec toutes les classes. Et dans l'image du bas, vous avez donc uniquement la classe 2 et 40. Donc, on peut voir que déjà, le sol se dégage bien, mais qu'il reste quelques points qui ont été mal classifiés, comme la plupart du temps, les toits de maison, par exemple, sont assez mal classifiés. Donc là, c'est des choses qu'il va falloir qu'on vienne fiabiliser manuellement. Mais l'équipe pourra commencer par un filtre de classification pour pouvoir dégrossir le travail. Pareil, on peut faire des filtres par intensité. Donc là, en fait, Global Mapper nous permet de trouver les seuils d'intensité à indiquer à l'équipe pour les aider dans le traitement. Donc, suite à l'analyse faite avec Global Mapper Pro, on va donc définir des consignes de traitement. Et par contre, le logiciel de traitement, c'est un logiciel différent de Global Mapper Pro, où on a une vision 3D, parce que c'est important de traiter en 3D pour l'interface ternaire, qui est plus fluide que Global Mapper. Ensuite, quand le traitement est fini, on va pouvoir venir vérifier le traitement avec Global Mapper Pro, parce que Global Mapper nous permet donc de mettre beaucoup de données LIDAR en même temps, et donc d'avoir une bonne vision à la fois à l'échelle régionale et à l'échelle locale. Donc là, vous avez un exemple de résultat de traitement qu'on a sur Makemo, qui est une île en Polynésie française. Et on peut voir qu'il y a eu des petits oublis au traitement. Alors là, c'est le logiciel qu'on utilise en traitement qui a mal enregistré les corrections qu'on a faites. Donc ça nous permet de changer de logiciel, nous permet de changer d'échelle et donc de mieux voir les erreurs, les petites choses qui peuvent rester après le traitement. Et on peut voir, donc du coup, à l'échelle aussi locale, aller vérifier le nuage de points. Donc là, on utilise les profils en coupe de l'outil LIDAR de Global Mapper Pro. Et donc là, par exemple, le nuage de points, les points sont colorisés en fonction du drapeau, donc du flag withheld, donc valide, invalide. Donc tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui a été invalidé par l'équipe, et tout ce qui est en bleu, c'est ce qui a été gardé valide ou mis valide par l'équipe. Et donc on peut voir là, si on regarde le profil en bleu, en bas de la slide, que on n'a pas de spike, on n'a pas d'erreur, donc là le traitement et on n'a pas de discontinuité, donc le traitement est correct. Et donc du coup on vient dans la dalle
parce qu'on travaille en dalle kilométrique. On vient dans la dalle kilométrique avec l'outil, on vient balayer en fait tous les profils pour pouvoir vérifier que tout a bien été traité. Et donc, quand on a validé le traitement, on va pouvoir créer les produits. Donc déjà, pour créer le produit, on va faire la fusion avec la partie terrestre, donc la partie qui provient de l'hygiène, donc le LIDAR HD. Et on va venir encore une fois avec l'outil de profil vérifier qu'on a bien une bonne cohérence entre notre sol qui vient des données qui ont été acquises et le sol qui viennent des données LIDAR HD. Donc là, vous pouvez voir sur l'image, donc en orange, les données qui viennent du programme LIDAR HD, donc les données sol qui viennent du programme LIDAR HD, et en marron, vous pouvez voir les données sol qui viennent des données acquises par le CHOM. Donc là, pour avoir une image comme ça, en fait, on utilise les fichiers LAS auxquels on applique des classes, un filtre par classe. Donc pour LIDAR HD, on prend que la classe 2 et pour le CHOM, on prend la classe 2 et 40. Enfin, on prend que les points valides, voilà, puisqu'on garde la classification d'origine. Et donc, on vient vérifier qu'on a une bonne cohérence de fusion entre les deux jeux de données. Ensuite, donc, on crée des modèles numériques de terrain. Alors, les modèles numériques de terrain, on ne les crée pas avec Global Mapper Pro, mais on vient par contre vérifier les modèles numériques de terrain avec Global Mapper Pro. Et ça nous permet aussi de faire la remontée d'informations nautiques. Donc, qu'est-ce que la remontée d'informations nautiques? En fait, c'est dès qu'on voit une incohérence entre le levé et la carte marine, il faut prévenir le plus vite possible les gens qui travaillent au niveau des cartes marines pour pouvoir mettre à jour la carte pour la sécurité de la navigation. Donc là, vous pouvez voir donc, sur l'image à gauche le modèle numérique de terrain pour l'île de Saint-Pierre sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et à droite, donc, on a une partie de ce modèle numérique de terrain où on est venu extraire des isobates donc, grâce à Global Mapper. Et donc, on peut comparer ces isobates avec la carte marine qu'on met en transparence en dessous. Et donc, quand on a une roche ou quelque chose comme ça qui apparaît, en fait, avec les isobates, on la voit très, très rapidement, puisqu'on a du coup un amas d'isobates qui se superposent. Et donc, on peut comparer avec la carte marine si on a bien le danger à la navigation est bien déjà mis sur la carte marine ou pas. Donc, voilà. Et on vient aussi vérifier donc, les fichiers LAS que l'on produit pour le programme Litho 3D. Donc, on vient regarder tout ce qui est métadonnées des fichiers LAS, donc le nombre de points qu'on a, le min max, voir si c'est bien cohérent, donc si on n'a pas oublié des points hauts ou des points bas. On vient regarder aussi au niveau des classes, si on a bien toutes les classes qu'on voulait transmettre. Donc, je rappelle, dans le cadre du programme Litho 3D, on transmet des points de sol, donc ce qui représente le sol, donc les classes 2 et 40. Et là aussi, on a la classe 66 qui sont des points artificiellement créés lors du programme LIDAR HD par interposation. Voilà. Donc là, on a bien un produit qui est conforme puisqu'on n'a bien que 3 classes qui sont représentées dans le fichier LAS. Et on n'a pas de point haut, point bas aberrant dans les ennemis des ZMAX. Et donc, dans les fichiers LAS qu'on donne au niveau du programme Litho 3D, donc on a donc forcément le Z, donc la profondeur, enfin l'altitude. On a la classification, mais on va aussi avoir l'intensité. On va avoir le GPS time, donc quand est-ce que les points ont été acquis. Et récemment, depuis le chantier Saint-Pierre-et-Miquelon, on a aussi l'image RVB, donc les points sont colorisés par les images acquises en vol. Et quand on a créé tous ces produits-là, on peut créer via Global Mapper le géotype régional pour le visuel sur data.chom.fr avec la palette de couleurs qui a été créée en interne au CHOM, personnalité
personnalisé via Global Mapper. Donc voilà, les géotifs que vous pouvez voir sur data.chom.fr proviennent de Global Mapper. Donc voilà comment on utilise Global Mapper dans le programme Litho 3D au CHOM et tout au long de notre chaîne de production. J'espère que ça vous a plu et je vous remercie. Je suis disponible pour des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Coralie pour cette intervention vraiment très claire, très détaillée, que ce soit sur la partie sur l'acquisition, le traitement et la vérification de ces données litho 3D. Nous avons quelques questions pour vous dans le panneau de chat. Une question alors déjà de Régine. À votre connaissance, la technique du laser vert est-elle utilisable pour établir la bathymétrie de... Alors, je vais agrandir ma fenêtre, excusez-moi. Ah, voilà. Alors, excusez-moi, j'y retourne. À votre connaissance, la technique du laser vert est-elle utilisable pour établir la bathymétrie de cours d'eau petits ou grands, à la place de levée topo classique par géomètre à pied ou bateau qui établit des profils en travers? Je vois que la précision n'est pas très bonne, entre guillemets, sur votre slide 10. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs entreprises qui utilisent le lidar topobathymétrique pour faire des levées de rivières. Donc effectivement, ça se fait dans les cours d'eau. Après, bien sûr, c'est en fonction de la turbidité, hein, donc qu'on mesure en séquille ou en KD. Et donc, globalement, en fonction du capteur qu'on va utiliser, on va pouvoir aller entre 2 séquilles ou 4 séquilles sur les vraiment gros lidars, 4.4 séquilles. Effectivement, la résolution, enfin, les incertitudes que je vous ai données dans la slide, c'est vraiment les incertitudes maximales qu'on s'autorise à avoir lors du programme Litho 3D. En fonction du capteur qu'on va utiliser, on aura des incertitudes qui vont différer. Si on est sur des petits capteurs sur drone, on aura des incertitudes qui vont être plutôt inférieures à 25 cm. Là, les incertitudes que je vous ai données, c'est les capteurs qu'on utilise dans le programme LiDAR HD, qui sont des gros capteurs, donc dans ce qu'on appelle les DIP, où là, effectivement, on a une incertitude qui est un peu plus élevée parce qu'on envoie plus de puissance, et donc du coup, le signal est plus bruité. Voilà. D'accord. Et donc, bien Merci sûr, Coralie. si cette dame-là veut me contacter pour avoir plus d'informations sur la technologie, il n'y a pas de problème, je répondrai avec plaisir. D'accord, c'est noté. Et puis nous avons aussi une deuxième question de cette même personne, de Régine. Je vous la pose. Comment traitez-vous au départ les corrections à apporter pour prise en compte de la hauteur des vagues, houles et marées? Entre parenthèses, date de vol différente et zéro du référentiel à respecter pour établir la profondeur. Oui, alors donc la première étape du pré-traitement, ce qu'on appelle le pré-traitement hein, du lidar topobathymétrique, donc pour passer de la forme d'onde au nuage de points, c'est ce qu'on appelle la correction de la réfraction, et donc ça passe par une détection minutieuse de la surface d'eau pour chaque point, pour chaque forme d'onde en fait, dans chaque signal. Et donc après, donc comme on a la surface d'eau et qu'on connaît donc la vitesse de la lumière dans l'eau et dans l'air, en fait, on peut corriger très précisément en fait le parcours de l'onde dans le milieu et donc bien se référencer donc en Z. Donc voilà. Après on fait ce qu'on appelle du rattachement vertical. Donc les données sont prises la plupart du temps par rapport à l'ellipsoïde. Et donc après, on ramène à un zéro, le zéro IGN ou le zéro Descartes, peu importe en fonction de l'utilisateur, par des grilles de séparation, altimétriques qu'on D'accord. retrouve soit sur le site de l'IGN, soit sur le site du CHOM en fonction des besoins. D'accord. Très bien. Merci Bah, beaucoup, encore avec une plaisir. fois, Coralie, pour ces précisions et pour cette présentation. Et on vous retrouve à la table ronde de cet après-midi alors. Parfait, merci beaucoup.